Au début du XXe siècle, l'Espagne était une nation qui essayait d'apprendre à marcher à nouveau sur un sol semé de décombres et de cendres. Le traumatisme de 98 ne s'était pas dissipé avec la signature des traités, il était toujours là, flottant comme un brouillard épais dans l'air des villes et pesant dans le silence funèbre des champs de Castille. L'Espagne se sentait petite, mutilée, une puissance qui avait été effacée des cartes du pouvoir mondial d'un seul coup de plume. Mais après l'humiliation, après les pleurs des mères dans les ports et le retour des soldats spectrales, il se passa quelque chose d'inattendu, quelque chose que personne dans les bureaux de Washington ou de Paris n'aurait pu prévoir. En perdant les dernières colonies d'outre-mer, le capital espagnol qui avait coulé vers Cuba et les Philippines pendant des siècles revint soudainement sur la péninsule. Les Indiens, ces hommes qui avaient tout risqué dans les Caraïbes et qui revenaient maintenant avec leurs économies ou leurs fortunes récupérées, ramenèrent leur argent dans la mère patrie. Ce fut un retour massif et désespéré de capitaux qui, paradoxalement, se transforma en le terreau fertile de la véritable industrialisation espagnole. L'argent qui alimentait auparavant des plantations de sucre dans les Antilles, commença maintenant à alimenter des banques, des fonderies et des chantiers navals sur le sol espagnol. L'Espagne ne pouvait plus regarder vers l'extérieur avec ambition impériale, elle n'avait plus d'empire à piller, ni de terres lointaines à administrer, ni de colonies à exploiter. Pour la première fois en 400 longues années, l'Espagne se vit obligée par le destin à se regarder elle-même, ses propres montagnes, ses mines oubliées et ses peuples abandonnés. L'ère du régénérationnisme a commencé, un mouvement qui ne cherchait pas la gloire dans la guerre, mais la rédemption dans le travail. Joaquín Costa, le grand prophète de cette nouvelle ère, le criait avec une rage contenue à chaque rassemblement et dans chaque écrit, école et garde-manger, et double clé du tombeau du Cid. C'était un cri de guerre contre une nostalgie paralysante. C'était un ordre direct d'enterrer le passé impérial une fois pour toutes, d'arrêter de rêver de conquérants blindés, de commencer à construire une nation moderne, productive, scientifique et européenne. Au nord, le paysage commence à se transformer sous le signe de l'acier. Les cheminées des Alto Hornos de Vizcaya commençaient à assombrir le ciel d'une épaisse fumée qui, pour beaucoup, était l'arôme du progrès. Le fer basque, qui pendant des décennies avait été envoyé brut aux usines d'Angleterre, commençait désormais à rester chez lui pour forger les bases de sa propre industrie nationale. Les marteaux hydrauliques et le rugissement des fourneaux à 1000 degrés créèrent une symphonie de puissance que l'Espagne ne connaissait pas. En Catalogne, la vapeur des machines textiles et le bourdonnement des métiers à tisser automatiques ont tissé une nouvelle structure sociale. Une bourgeoisie ambitieuse, cosmopolite, est née, qui se tourne vers Paris et Londres avec le désir de rivaliser. Et avec eux, dans les usines textiles de Barcelone, est né aussi un prolétariat conscient, une classe ouvrière qui commençait à comprendre que sa force ne résidait pas dans la soumission, mais dans l'union et dans la lutte pour une vie digne. Les villes espagnoles ont commencé à changer de peau sous les yeux étonnés d'une population qui vivait encore au XVIIIe siècle. L'électricité, ce fluide magique qui défiait la nuit, commença à éclairer les avenues de Madrid et de Barcelone. Les vieux lampadaires à gaz, à la lumière jaunâtre et vacillante, ont été remplacés par des ampoules à la lumière blanche, froide et puissante, qui promettaient un avenir sans ombre. Les tramways électriques ont commencé à parcourir les rues avec leur tintement caractéristique, remplaçant les calèches qui dominaient les transports pendant des siècles. Le bruit des sabots sur les pavés a été remplacé, petit à petit, par le rugissement métallique des premiers moteurs à explosion, d'étranges machines qui crachaient de la fumée et de la vitesse, changeant à jamais le rythme de la vie humaine. Mais ce progrès accéléré avait un sombre prix, et l'Espagne le payait par des tensions sociales qui grandissaient comme une marée silencieuse mais imparable. À mesure que les grandes banques se fondaient et que les entreprises multipliaient leurs profits,
l'écart entre l'ouvrier qui travaillait 14 ou 16 heures par jour dans des conditions déplorables, et le propriétaire d'usine qui vivait dans le luxe absolu, devenait tout simplement insupportable. Les idées anarchistes et socialistes, venues d'une Europe en pleine ébullition idéologique, ont trouvé en Espagne un terrain extrêmement fertile. C'était un champ fécondé par des siècles d'injustice, de patronage rural et de mépris de la vie des plus pauvres. L'Espagne essayait d'être moderne à l'extérieur, elle voulait montrer des bâtiments majestueux et des trains rapides, mais à l'intérieur, c'était encore une cocotte minute prête à exploser. Le système de la Restauration, ce même système de changement pacifique et de votes achetés qui nous avait conduit au désastre de 98. Essayait de survivre en changeant de nom et de visage, mais les vices qui le rongeaient étaient les mêmes. Le jeune roi Alfonso XIII, enthousiaste, sportif et désireux de régner, hérita en 1886 d'un trône qui, bien qu'entouré de protocoles et de velours, tremblait sous ses pieds devant chaque grève et chaque protestation. C'était le début d'un siècle qui promettait d'être celui de la lumière et de la découverte, mais qui était chargé de nuages noirs, dense et chargé de tempêtes à l'horizon proche. Une ère de fer, d'espoir technologique et de violence latente qui marquerait, à feu et à sang, le destin de tous les Espagnols au cours des décennies suivantes. L'Espagne était en train de renaître, mais la douleur de l'accouchement allait être bien plus longue et cruelle que quiconque n'osait l'imaginer. Mais tandis que les villes s'éclairaient à l'électricité, à l'horizon de l'Afrique commençait à se dessiner une nouvelle tragédie qui dévorerait la paix de l'Espagne. Après la perte de l'Empire en 1998. La fierté blessée de l'armée espagnole a cherché refuge dans les terres arides du nord du Maroc. Ce n'était pas une guerre pour les ressources, ni pour une véritable expansion, c'était une guerre pour l'honneur d'une armée qui devait se prouver qu'elle était encore capable de gagner. Cependant, le Maroc ne serait pas un défilé militaire, il deviendrait un marécage de sang et de corruption qui finirait par couler la monarchie. La catastrophe de Barranco del Lobo s'est produite le 27 juillet 1909, laissant une traînée de cadavres et une question qui a parcouru toute la péninsule, pourquoi nos enfants devraient-ils mourir dans une terre qui ne nous appartient pas ? Le système de conscription était l'expression maximale de l'injustice sociale. Les enfants de riches pourraient payer une taxe, le fameux cash rachat, pour éviter d'aller au front. Pendant ce temps, les enfants des pauvres, les ouvriers des usines de Barcelone et les paysans d'Andalousie, étaient envoyés mourir dans les collines du Rif sans équipement adéquat, sans formation et sous le commandement de généraux plus préoccupés par leurs médailles que par la vie de leurs hommes. La tension accumulée depuis des années dans les usines explose finalement en juillet 1909. Barcelone, l'Avros de feu, devient un champ de bataille. Ce qui a commencé comme une grève générale contre l'envoi de réservistes au Maroc est devenu la semaine tragique. Les rues étaient remplies de barricades, la fumée des couvents en feu assombrissait le ciel et le bruit des fusils remplaçait celui des machines textiles. Ce n'était pas seulement une protestation contre la guerre, c'était le cri d'une classe ouvrière qui ne voulait plus servir de chair à canon aux élites. La répression était implacable. Le gouvernement conservateur de Maura a répondu par un état de guerre, laissant derrière lui des centaines de morts et une haine qui diviserait l'Espagne en deux camps irréconciliables. L'exécution de Francisco Ferrer y Guardia, un pédagogue et libre penseur injustement accusé d'avoir incité à la révolte, a choqué l'Europe et laissé l'Espagne isolée sur le plan international. Le cri de Maura non a fait tomber le gouvernement, mais la blessure était déjà trop profonde pour être guérie par un changement de ministre. L'Espagne était désormais une nation schizophrène. D'un côté, les architectes du modernisme ont construit des bâtiments impossibles comme la Sagrada Familia ou la Casa Mila, en quête de beauté et d'avenir. D'un autre côté, la réalité des tranchées en Afrique et la misère des banlieues populaires nous rappelaient que le pays était au bord du gouffre. La monarchie d'Alfonso XIII, coincée entre le glaive des militaires et le mur des protestations sociales,
commençait à perdre de son éclat. Le roi, qui aimait l'armée par-dessus tout, ne comprenait pas que le monde changeait. Que les travailleurs ne demandaient plus la charité, mais la justice. Que les intellectuels ne réclamaient plus des réformes, mais une révolution des consciences. Le Maroc était toujours là, comme une plaie purulente, consommant l'argent qui aurait dû aller aux écoles et aux hôpitaux. L'Espagne essayait d'être un empire moderne à l'étranger, tandis qu'à l'intérieur, elle s'effondrait sous le poids de ses propres inégalités. La tempête parfaite se formait, et le déclenchement de la Grande Guerre en Europe en 1914 allait mettre à l'épreuve la fragilité de ce nouveau réveil espagnol. En 1914, le monde a explosé en 1000 morceaux. La Grande Guerre, un conflit d'une ampleur jamais vue auparavant, a transformé l'Europe en un abattoir d'acier et de boue. L'Espagne, épuisée par ses propres luttes internes et avec une armée qui pansait encore les blessures du Maroc, a pris une décision qui allait changer son destin immédiat, la neutralité. Une neutralité née de la faiblesse, mais rapidement transformée en une opportunité en or. L'Espagne est devenue, du jour au lendemain, le grand garde-manger et la grande usine d'une Europe qui ne savait que détruire. Nos frontières ont été ouvertes pour exporter tout ce dont les pays en guerre avaient désespérément besoin. Du charbon des mines des Asturies pour déplacer les navires britanniques. Du fer basque pour les canons français. Des textiles catalans pour les uniformes qui mouraient dans les tranchées, et de la nourriture de nos champs pour nourrir des millions d'hommes qui ne pouvaient plus cultiver leurs terres. L'Espagne connaît alors une frénétique ruée vers l'or. L'argent coulait comme jamais auparavant dans l'histoire moderne du pays. Les fortunes se sont créées en quelques mois. Les ports étaient submergés de navires chargeant des marchandises à des prix exorbitants. Madrid et Barcelone étaient remplis d'espions, d'aventuriers et d'hommes d'affaires qui portaient un toast au champagne français pendant que le reste du continent se saignait à mort. Mais derrière cet éclat de richesse facile, se cachait une ombre terrible qui finirait par étouffer le peuple espagnol. L'exportation massive de produits a provoqué des pénuries internes sans précédent. Tandis que les propriétaires des usines et des compagnies maritimes accumulaient des lingots d'or dans les banques, le prix du pain, du pétrole et du charbon pour les foyers espagnols montait en flèche jusqu'à des niveaux inaccessibles pour le citoyen ordinaire. C'était le paradoxe le plus cruel de notre histoire. L'Espagne n'a jamais été aussi riche, et les Espagnols n'ont jamais eu aussi faim. L'inflation a dévoré les salaires, tandis que les bénéfices des entreprises ont été multipliés par 1000. La tension sociale, déjà forte, a atteint son point d'ébullition. L'ouvrier regardait avec rage les nouveaux palais de la bourgeoisie, sachant que ce luxe se construisait avec la faim de ses propres enfants. Et au milieu de ce chaos de richesse et de misère, la politique espagnole a fini par s'effondrer. En 1917, le système de la Restauration subit son coup mortel avec une triple crise qui met la monarchie dans les cordes. Premièrement, les conseils de défense militaire. L'armée, divisée entre ceux qui combattent en Afrique et ceux qui restent dans la péninsule, s'est rebellée contre le gouvernement en exigeant des améliorations et un pouvoir politique. Après, l'Assemblée des parlementaires de Barcelone, une tentative de la bourgeoisie catalane et des forces de gauche de briser le centralisme de Madrid et de démocratiser le pays. Et enfin, la grande grève générale révolutionnaire. L'Espagne s'est complètement arrêtée. Les trains ont cessé de klaxonner, les cheminées ont cessé de fumer et les rues sont devenues, une fois de plus, des champs de bataille entre les syndicats et l'armée. La répression a été sanglante, mais le message était clair, l'ancien système de transition pacifique était mort. Il n'était plus apte à gouverner une société qui avait été réveillée de force dans le feu de la Grande Guerre. Comme si cela ne suffisait pas. À la fin de la guerre, la grippe espagnole est arrivée.
Une pandémie silencieuse et meurtrière qui a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes en Espagne, semant la panique dans une nation qui n'en pouvait plus. L'Espagne est sortie de la Première Guerre mondiale les poches pleines d'or, mais l'âme brisée, divisée et au bord d'une guerre civile interne que personne ne savait comment arrêter. Le XXe siècle nous avait promis des progrès, mais il nous ouvrait un labyrinthe de haine et d'inégalités dont il serait très difficile de sortir. Mais le pire était encore à venir. Alors que l'Espagne se perdait dans ses luttes internes pour l'heure de la Grande Guerre, dans les montagnes arides et dangereuses du Rif, au Maroc, la plus grande tragédie de l'histoire militaire espagnole moderne se déroulait. Au cours de l'été 1921. Le général Silvestre, un homme impulsif proche du roi Alfonso XIII, lança une offensive imprudente au cœur des tribus rifènes dirigées par Abd el-Krim. C'était un acte de fierté aveugle. Sans ligne d'approvisionnement sécurisée, pas d'eau et une armée de recrues terrifiées, les troupes espagnoles sont entrées dans un piège à souris mortel. Ce qui suivit fut le désastre annuel. Ce n'était pas une bataille, c'était un carnage. Des milliers de soldats espagnols, abandonnés par leurs officiers dans une fuite chaotique, furent massacrés dans les gorges. Les cris d'agonie de près de 10 000 hommes furent gravés dans la conscience de la nation. Toute l'Espagne trembla de rage et de douleur. Comment une armée moderne a-t-elle pu être anéantie par les tribus de bergers? L'enquête qui a suivi, le fameux dossier Picasso, a commencé à découvrir un réseau de corruption, de lâcheté et d'incompétence qui a atteint les plus hautes fonctions de Madrid. Le roi lui-même aurait encouragé l'imprudence de Silvestre. La monarchie était condamnée. Pour empêcher que la vérité ne soit révélée au Parlement, en septembre 1923. Le général Miguel Primo de Rivera réalise un coup d'État avec l'approbation du roi. La Constitution a été suspendue, les partis ont été interdits et l'Espagne est entrée dans une dictature de 7 ans. C'était une époque de paix du cimetière et de grands travaux publics. Des routes furent construites. Telefónica fut fondée et les grandes expositions de Séville et de Barcelone eurent lieu en 1929. L'Espagne voulait paraître moderne aux yeux du monde, mais sous le béton des nouveaux barrages et l'asphalte des routes, le ressentiment social continuait de bouillonner. La dictature n'a pas résolu les problèmes, elle les a simplement muselés. Lorsque la crise économique mondiale de 1929 a frappé les frontières espagnoles, le système s'est effondré comme un château de cartes. Primo de Rivera démissionne et s'exile, laissant le roi seul devant un peuple qui ne veut plus de couronne, mais d'urne. En avril 1931. Les élections municipales se transforment en plébiscite contre la monarchie. Dans les grandes villes, le cri de « République » tonnait sur les places. Alfonso XIII, conscient de ne plus avoir le soutien des baïonnettes ni l'amour du peuple, décide de quitter l'Espagne et de s'exiler. La Seconde République est née au milieu des chants d'espoir et des drapeaux tricolores. Il semblait que l'Espagne allait enfin entrer dans la modernité démocratique, mais le chemin était semé de mines. Le XXe siècle n'allait pas nous laisser de répit. Les tensions accumulées au cours de décennies d'injustice, de bossisme et d'effusion de sang en Afrique, étaient sur le point d'exploser et de déboucher sur le conflit le plus douloureux de notre existence. L'Espagne était en train de redémarrer, oui, mais le système d'exploitation de la nation était infecté par une haine qui allait bientôt nous conduire au gouffre. Ce 14 avril 1931. L'Espagne se réveilla avec un soleil qui semblait différent. Sur les places de Madrid, de Barcelone et de Séville, des milliers de personnes se sont embrassées, pleurant de joie tandis que les drapeaux tricolores flottaient au vent. Il semblait que, enfin, le géant debout avait réussi à briser ses chaînes séculaires. La Deuxième République n'est pas née simplement comme un changement de gouvernement, elle est née comme une promesse de lumière pour une nation restée trop longtemps dans le noir. Le nouveau régime est arrivé avec une ambition jamais vue auparavant.
On parlait d'une révolution des consciences. Des milliers d'écoles furent projetées pour combattre l'analphabétisme qui enchaînait le peuple, une réforme agraire fut initiée pour donner des terres aux paysans qui mouraient de faim dans les grands domaines du Sud, et l'on tenta de séparer, une fois pour toutes, la main de l'Église des affaires de l'État. L'Espagne voulait être la nation la plus avancée d'Europe, une démocratie de citoyens libres et instruits. Mais sous cette surface d'espoir, les vieux démons de l'Espagne ont commencé à se réveiller avec une fureur renouvelée. La modernité de la République était une insulte aux élites qui dominaient le pays depuis des siècles. L'aristocratie, la hiérarchie ecclésiastique et le haut commandement de l'armée considéraient les réformes comme une attaque directe contre leur existence. Pendant ce temps, dans les usines et dans les champs, la patience des dépossédés était à bout. Pour beaucoup d'ouvriers et de paysans, les lois de la République étaient trop lentes. Ils voulaient la justice maintenant, et ils la voulaient de leurs propres mains. Le pays a commencé à se diviser en deux moitiés qui ne savaient plus se parler, elles ne savaient que se crier dessus. Les années de la République furent un carrousel d'instabilité et de violence. En 1934, la révolution asturienne transforme les bassins miniers en un champ de bataille sanglant, prélude à ce qui allait suivre. La répression fut brutale, et la haine s'installa définitivement dans tous les foyers espagnols. Il ne s'agissait plus de politique, mais de survie idéologique. Le voisin a commencé à le regarder avec méfiance, et les mots ont été remplacés par des éclairs d'armes à feu dans les rues. En 1936. Après les élections du Front populaire, l'air en Espagne est devenu irrespirable. Une conspiration militaire était en cours dans les casernes, tandis que les désordres publics et les assassinats politiques devenaient la norme quotidienne. La démocratie espagnole, ce beau rêve de 1931, se désintégrait sous les yeux d'un monde qui regardait avec horreur et fascination. Le 17 juillet 1936, l'épidémie dans le protectorat du Maroc donna le signal final. Ce que beaucoup pensaient être un coup d'État rapide, s'est transformé en la plus profonde tragédie de notre histoire, une guerre civile fratricide. Frères contre frères, parents contre enfants. L'Espagne est devenue le laboratoire d'essai des puissances fascistes et communistes qui allaient bientôt détruire le monde lors de la Seconde Guerre mondiale. Le redémarrage du XXe siècle, qui a commencé avec l'espoir des hauts fourneaux et de la lumière électrique, s'est terminé avec le bruit des bombardements sur Madrid et le silence des charniers. Ce géant qui avait tenté de se relever après le désastre de 98 était tombé sur sa propre haine. Le siècle de la technologie et du progrès nous avait donné, enfin, la capacité de nous détruire avec une efficacité terrifiante. L'Espagne entrait dans son plus long tunnel, un tunnel de feu et d'obscurité qui durerait 3 ans de guerre et 40 ans de dictature. Je suis Mentor Noriega, et c'était la chronique d'un rêve qui s'est terminé dans le sang. Le XXe siècle venait tout juste de commencer, et le prix de la liberté s'était révélé, insupportablement élevé.